Mes parents m'ont humilié devant tout le monde, sans la moindre hésitation, sans le moindre remords. Dans le groupe de discussion familiale, puis en direct sur Facebook devant des centaines de témoins, ils ont ri de moi avec une cruauté que l'on réserve d'habitude à ses pires ennemis. Ils ont dit, tu n'es qu'une chômeuse accro aux jeux vidéo, une honte pour cette famille. Ils ne savaient pas que je gagnais 3 fois plus qu'eux. Ils ignoraient que j'étais une experte reconnue dans mon domaine à l'échelle internationale. Quelques semaines plus tard, lorsque leur précieux fils, leur enfant roi, a tout perdu et les a entraînés dans sa chute vertigineuse, ils sont revenus ramper à ma porte. Ils m'ont supplié de les sauver de la ruine. J'ai refusé. Et ce qui s'est passé ensuite a choqué toute la ville d'Albi. Mais avant de vous raconter comment j'ai obtenu ma vengeance ultime et comment le karma a frappé avec une précision chirurgicale, j'aimerais savoir qui m'écoute aujourd'hui. Dites-moi dans les commentaires, depuis quelle ville ou quel pays regardez-vous cette vidéo, et quelle heure est-il chez vous? J'adore lire vos réponses, cela me donne l'impression que nous sommes une grande famille, bien plus unie et bienveillante que la mienne ne l'a jamais été. Tout a commencé lors d'une soirée pluvieuse et glaciale de novembre, ici à Albi. C'était le 60e anniversaire de mon père, Gontran. Ma mère, Hermine, avait insisté pour organiser une fête grandiose, bien au-delà de leurs moyens financiers réels, comme elle en avait l'habitude. Pour eux, l'apparence était tout. Le salon était rempli d'amis, de voisins curieux et de membres de la famille éloignée que je n'avais pas vus depuis des années. L'ambiance était bruyante, imprégnée de l'odeur lourde du foie gras, du rôti de bœuf et du vin rouge bon marché qu'ils avaient décanté pour le faire passer pour un grand cru. Moi, Ombeline, 29 ans, je me tenais dans un coin, près de la fenêtre, un verre de jus d'orange à la main, observant ce théâtre des apparences avec un mélange de malaise et de tristesse. J'avais passé les 3 dernières semaines à travailler nuit et jour, sacrifiant mes week-ends, sur mon cadeau pour papa. Je suis restauratrice d'art numérique. Mon travail, que mes parents refusent de comprendre, consiste à prendre des photos anciennes, abîmées, parfois déchirées ou brûlées, et à les restaurer pixel par pixel avec une précision chirurgicale pour leur redonner leur éclat d'antan. C'est un travail minutieux, qui demande une expertise technique et artistique immense, ainsi qu'une patience infinie. Pour ses 60 ans, j'avais restauré le seul portrait existant de son propre père, mon grand-père décédé quand j'étais bébé, une photo prise avant la guerre qui était presque effacée par le temps. J'avais fait imprimer l'œuvre restaurée sur une toile de haute qualité, encadrée dans du bois de chêne massif que j'avais verni moi-même. C'était un morceau d'histoire familiale ressuscité. Lorsque le moment des cadeaux est arrivé, je me suis avancée, le cœur battant à tout rompre. J'ai tendu le paquet soigneusement emballé à mon père. Il a déchiré le papier avec une impatience fébrile, a regardé la toile pendant 2 secondes, à peine. A-t-il lâché avec un sourire poli mais glacial, le genre de sourire qu'on adresse à un enfant qui vous offre un collier de nouilles. C'est un de tes dessins sur ordinateur? C'est gentil, ma fille. On le mettra dans le garage ou au grenier, ça prendra moins la poussière qu'ici. Il a posé le cadre sur une chaise, face contre le dossier, sans même un merci sincère, sans même remarquer que les yeux de son propre père le fixaient avec une clarté retrouvée. J'ai senti une boule de feu se former dans ma gorge, mes mains sont devenues moites. Mais le pire restait à venir. Et maintenant, le cadeau de Tanguy, a crié ma mère en battant des mains comme si le Messie venait d'entrer dans la pièce. Tanguy, mon frère aîné de 32 ans. Le prétendu génie de la finance. L'enfant prodigue qui vivait à Bordeaux et qui n'était même pas là ce soir-là, prétextant une réunion d'affaires urgente avec des investisseurs internationaux. Il avait simplement fait livrer un colis par transporteur. Gontran a ouvert la boîte en bois avec une révérence religieuse. À l'intérieur, une bouteille de vin. Un Bordeaux. Regardez ça. S'est exclamé mon père, les yeux brillants d'une fierté démesurée. Mon fils sait ce qui a de la valeur. Ça, c'est un cadeau d'homme, un cadeau de réussite. Une bouteille d'exception. J'ai reconnu l'étiquette immédiatement. C'était un vin correct, certes, mais l'on pouvait le trouver à 50 € chez n'importe quel caviste de quartier. Mon père, lui, agissait comme s'il tenait un lingot d'or pur. C'est alors qu'Hermine a eu cette idée qu'elle jugeait géniale. Il faut qu'on remercie Tanguy publiquement.
Je vais lancer un direct sur Facebook pour qu'ils voient à quel point on est fiers, et pour que tout le monde sache quel fils merveilleux nous avons. Elle a sorti son téléphone dernier cri, a lancé l'application, et a commencé à filmer. Elle a fait le tour des invités, les forçant à saluer la caméra, à crier « Bon anniversaire Gontran » et « Merci Tanguy ». Regardez, disait-elle à ses abonnés, principalement des voisins commères et des paroissiens, voilà le cadeau de notre fils Tanguy, directeur financier à Bordeaux. Quelle classe! Quelle fierté pour nous! Puis, la caméra s'est tournée vers moi. Je me suis figée, priant intérieurement pour qu'elle passe son chemin. Une voisine, Madame Durand, a demandé hors champ, sa voix portant clairement jusqu'au microphone, « Et Ombeline ? Elle travaille toujours sur ses projets artistiques ?» Ma mère a eu un petit rire nerveux, un rire condescendant que je connaissais trop bien pour l'avoir entendu toute mon enfance. Elle a regardé l'objectif, puis m'a regardé avec une pitié déguisée en affection maternelle. « Oh, Ombeline ! Vous savez comment sont les jeunes d'aujourd'hui, n'est-ce pas ? Elle se cherche encore. Pour l'instant, elle est à la maison, elle joue à ses jeux vidéo sur ses écrans toute la journée. Elle vit dans son monde virtuel. Maman, je travaille, ai-je tenté de dire, ma voix tremblant d'indignation. Chut, ne m'interromps pas quand je suis en direct, a-t-elle coupé sèchement. Oui, c'est une chômeuse, disons-le franchement, mais on l'aime quand même. Heureusement que Tanguy est là pour porter le nom de la famille et assurer notre avenir. Les invités ont ri. Un rire gras, collectif, qui a résonné dans mes oreilles comme un coup de tonnerre. En direct. Devant tout le monde. J'étais la ratée. La chômeuse. L'addict au jeu. La honte. Je n'ai rien dit. Je ne pouvais plus rien dire. J'ai pris mon sac, et je suis sortie sous la pluie battante, laissant derrière moi le bruit de leur rire et le mépris de ceux qui étaient censés m'aimer inconditionnellement. Je ne savais pas encore que ce n'était que le début de mon cauchemar, et que cette vidéo allait être le catalyseur de la destruction de notre famille. En roulant vers mon appartement, les essuie-glaces battant la mesure de ma colère et de ma tristesse, les souvenirs ont afflué, m'envahissant comme une marée noire. Ce n'était pas la première fois qu'il me traitait ainsi. C'était l'histoire de toute ma vie. J'ai grandi dans l'ombre écrasante de Tanguy. Il était le soleil autour duquel mes parents gravitaient, et je n'étais qu'un satellite lointain, froid et insignifiant, une présence tolérée mais jamais célébrée. Je me souviens avec une clarté douloureuse de mes 12 ans. J'avais gagné le premier prix d'un concours régional de dessin très prestigieux. J'avais passé des mois sur cette œuvre. J'étais tellement fière, je me sentais enfin capable de quelque chose. La remise des prix avait lieu un samedi après-midi à la mairie. Mais ce même samedi, Tanguy avait un match de football amical avec son club local. Il n'était même pas titulaire, il passait la moitié du temps sur le banc de touche à discuter avec ses copains. Pourtant, le choix de mes parents a été immédiat, sans débat. On ne peut pas rater le match de ton frère, Ombeline, avait dit ma mère en ajustant ses bijoux devant le miroir. Ton petit concours de dessin, c'est bien mignon, c'est un joli passe-temps, mais le sport, c'est du sérieux. Ça forge le caractère d'un homme. Tu peux y aller en bus, non ? J'y suis allée seule. J'ai reçu ma médaille seule, entourée d'autres enfants qui étaient acclamés par leur famille. Et quand je suis rentrée, personne ne m'a demandé comment ça s'était passé. Ils étaient trop occupés à soigner l'ego de Tanguy qui s'était écorché le genou en tombant. Cette dynamique toxique n'a jamais changé. Tanguy a eu droit aux écoles privées, aux cours particuliers de maths, aux vêtements de marque pour « bien présenter ». Moi, j'ai eu les écoles publiques, les vêtements récupérés des cousines, et l'indifférence polie. Tanguy est fait pour de grandes choses, il a l'étoffe d'un leader, répétait mon père à chaque dîner. Toi, Ombeline, tu es plus artistique, plus rêveuse. C'est joli, mais ça ne remplit pas le frigo et ça ne paie pas les factures. Le pire, c'était le livret Avenir Famille. C'était une invention de mon père, une idée qu'il présentait comme un acte de génie financier. À mes 18 ans, et à ceux de Tanguy, ils ont ouvert un compte d'épargne joint, au nom de ma mère et d'une autre. C'est pour la sécurité de la famille, avait décrété Gontran avec solennité. Chacun y met ce qu'il peut, quand il peut. C'est notre filet de sécurité commun,
pour votre avenir immobilier ou pour nos vieux jours si on a un pépin de santé. C'est ça, la solidarité familiale. J'ai pris cela très au sérieux. J'ai toujours eu peur de l'avenir, peur de manquer, peur de ne pas être à la hauteur. Dès mes premiers petits boulots d'étudiante, j'ai versé de l'argent. 50 € par-ci, 100 € par-là. Je me privais de sorties, de vacances. Quand ma carrière a décollé, j'ai commencé à verser 500, puis 800 € par mois. C'était ma façon d'acheter leur amour, peut-être. Ou simplement d'essayer d'être cette « bonne fille » qu'ils ne voyaient jamais. En 10 ans, j'avais accumulé près de 45 000 € sur ce compte. C'était mes économies, mon sang, ma sueur. Je rêvais d'utiliser cet argent pour acheter ma propre maison, un endroit à moi où je me sentirais enfin chez moi, loin de leur jugement. Et Tanguy? Il n'a jamais versé un centime. Pas un seul euro en 10 ans. Il investit en lui-même. Le défendait ma mère dès que j'osais poser la question. Il a besoin de liquidités pour ses affaires à Bordeaux, pour son image. Quand il sera riche, il nous couvrira d'or, tu verras. Il faut savoir miser sur le bon cheval. J'ai accepté cette injustice, comme toutes les autres. Parce qu'au fond de moi, une petite voix stupide et naïve espérait encore qu'un jour, il verrait mes efforts. Qu'il verrait que la chômeuse était celle qui assurait leur sécurité financière réelle. Quelle erreur tragique. Si j'avais su ce soir-là, en quittant leur fête sous la pluie, que ma loyauté allait être l'arme avec laquelle ils allaient me poignarder dans le dos, j'aurais vidé ce compte à la seconde même. Mais l'amour d'un enfant pour ses parents est parfois un piège mortel. Le lendemain de la fête désastreuse, je me suis réveillée tôt, comme toujours, avec une sensation de gueule de bois émotionnelle. Mon appartement à Albi n'était pas grand, mais il était mon sanctuaire, mon refuge. Une pièce entière était dédiée à mon travail, mon laboratoire secret. C'est là que la magie opérait, loin des regards méprisants et ignorants de mes parents. Mon équipement valait une petite fortune, payé avec mon propre argent, une tablette graphique Wacom Cintiq Pro de 32 pouces, 2 écrans calibrés 4K pour une colorimétrie parfaite, un microscope numérique pour analyser les textures de toiles anciennes, et un ordinateur surpuissant capable de gérer des fichiers de plusieurs gigaoctets. Ce matin-là, j'avais une commande urgente et prestigieuse venant d'un collectionneur privé basé à Zurich. Il m'avait confié la numérisation et la restauration virtuelle d'une série de daguerréotypes du XIXe siècle, terriblement endommagés par l'humidité et le temps. Le contrat s'élevait à 12 000 € pour 3 semaines de travail intensif. Mes parents voyaient des écrans, des couleurs, un stylet, et dans leur esprit étriqué et technophobe, cela se traduisait par « jeux vidéo ». Ils ne comprenaient pas que je facturais mes services à des institutions prestigieuses, des musées, des maisons de vente aux enchères. Ils ne voyaient pas les factures, les contrats blindés, les heures de concentration intense où le moindre tremblement de main pouvait gâcher une journée de travail. Pour eux, si on ne portait pas un costume cravate, qu'on ne partait pas au bureau à 8 heures du matin pour rentrer à 18 heures, on ne travaillait pas. C'était du bricolage. Joris, mon compagnon depuis 4 ans, est entré dans le bureau et m'a apporté un café fumant. Joris est architecte. Il est calme, posé, pragmatique, tout le contraire de ma famille hystérique et dysfonctionnelle. Tu ne devrais pas les laisser t'atteindre à ce point, a-t-il dit doucement en voyant mes yeux cernés et ma posture tendue. Tu es brillante, Ombeline. Ils sont juste, dépassés par le monde moderne. Ce n'est pas qu'ils sont dépassés, Joris, ai-je répondu avec amertume. C'est qu'ils refusent de voir. Ils ont décidé qui j'étais il y a 20 ans, la petite dernière un peu lente, un peu bizarre. Et rien de ce que je fais, aucun succès, aucun contrat, ne changera leur script. Ils ont besoin que je sois la ratée pour que Tanguy puisse être le héros. Pendant ce temps, à Bordeaux, Tanguy vivait sa vie de directeur, fantasmé. Grâce aux réseaux sociaux, je voyais l'envers du décor, ou plutôt, le décor en carton-pâte qu'il voulait bien montrer au monde. Son compte Instagram était une vitrine de vanité, photos de plats gastronomiques dans des restaurants étoilés, mains posées sur des volants de voitures de luxe, qu'il louait probablement à l'heure pour la photo, et selfies dans des halls d'hôtels 5 étoiles avec des légendes inspirantes et vides de sens du type. Le succès appartient à ceux qui se lèvent tôt #Ust #FinanceKing #Bordeaux Life. La réalité ?
Je la soupçonnais depuis longtemps, mais je n'avais pas de preuves concrètes. Tanguy n'était pas directeur d'un fonds d'investissement. Il travaillait pour une petite agence immobilière bas de gamme, et d'après les rumeurs qui circulaient, il n'avait rien vendu depuis 6 mois. Tout n'était que façade, mensonge et poudre aux yeux. Ses costumes étaient des contrefaçons bien imitées, ses montres venaient de sites chinois douteux. Il maintenait cette illusion coûteuse en s'endettant massivement. Crédit à la consommation renouvelable, emprunt auprès d'amis qu'il ne remboursait jamais, découverts bancaires abyssaux. Mais pour Gontran et Hermine, c'était la réussite incarnée. Ils étaient aveuglés par les paillettes en toc, trop heureux de pouvoir se vanter auprès des voisins. Je me suis remise au travail, zoomant à 400% sur la fissure numérique d'un visage ancien sur mon écran. Je réparais les histoires des autres, je sauvais la mémoire des inconnus, pendant que ma propre histoire familiale était en train de se fissurer de toutes parts. J'ignorais encore que le véritable effondrement n'allait pas venir de mes pixels, mais de la réalité brutale que mon frère fuyait depuis des années. Le château de cartes de Tanguy vacillait dangereusement, et il allait bientôt s'écrouler sur nous tous, m'ensevelissant sous les décombres de ses mensonges. Une semaine après le fiasco de l'anniversaire, j'ai commis l'erreur fatale de vouloir encore prouver ma valeur, de chercher encore une miette de reconnaissance. Le magazine Art & Tech, une référence européenne dans le domaine du design et de la restauration, avait publié un article de 4 pages sur mon travail. Le titre était élogieux, presque irréel, ombellinaire, la magicienne française qui sauve le patrimoine 2.0. J'étais si fière. J'avais les larmes aux yeux en lisant l'article papier. J'ai pris une photo de la page et je l'ai envoyée dans le groupe WhatsApp familial, ce groupe toxique qui incluait mes parents, Tanguy, mais aussi mes tantes, oncles et quelques cousins. J'ai écrit avec un espoir naïf, « Regardez, le magazine Art & Tech parle de mon dernier projet avec le musée de Lyon. C'est une reconnaissance incroyable pour mon travail. » J'ai attendu. 1 minute. 2 minutes. Le silence numérique était assourdissant. Le premier message est apparu. C'était Tanguy. Bien sûr. NDR. Combien t'as payé pour qu'ils impriment ça? C'est dans la rubrique coloriage pour enfants? Franchement, Ombeline, arrête de te la raconter avec tes petits dessins. Mon cœur s'est serré comme dans un étau. Avant que je puisse répondre pour me défendre, ma mère a renchéri. Tanguy, sois gentil. Mais c'est vrai qu'Ombeline, tu devrais te concentrer sur la recherche d'un vrai CDI avec une mutuelle. Tante Claire me demandait encore hier pourquoi tu ne postules pas à la caisse du supermarché du coin, ils cherchent du monde pour les fêtes. C'est plus stable que tes dessins et au moins c'est un vrai travail. J'ai relu le message 3 fois, incapable d'y croire. La caisse du supermarché. Avec tout le respect que j'ai pour ce métier difficile, il comparait ma carrière internationale d'experte, mes années d'études, mes contrats à 5 chiffres, à un job alimentaire, niant totalement mes compétences et ma réalité. Puis, mon père a porté le coup de grâce, comme il savait si bien le faire. Arrête de te faire mousser avec tes amis imaginaires sur Internet. On sait tous que c'est Tanguy qui réussit dans la vraie vie. Prends exemple sur ton frère au lieu de chercher de l'attention désespérément. Grandis un peu et deviens adulte. Les notifications se sont enchaînées. Des émojis rieurs de mes cousins. Un like sarcastique de mon oncle. C'était une lapidation publique, virtuelle mais tellement douloureuse. Je tremblais de tout mon corps. Je tenais mon téléphone si fort que mes jointures étaient blanches. Joris est entré dans la pièce, a vu mon état de décomposition, et a doucement pris le téléphone de mes mains crispées. Il a lu les messages, et son visage habituellement calme s'est durci d'une colère froide. Ça suffit, Ombeline. C'est du poison. Tu ne mérites pas ça. Ils te détruisent à petit feu. Sans me demander mon avis, il a tapé un dernier message avec mon téléphone, ses doigts frappant l'écran avec force. Je ne cherche pas votre validation. Je gagne très bien ma vie, mieux que vous ne le saurez jamais, et je suis heureuse. Adieu. Puis, il a appuyé sur « Quitter le groupe ». Il a bloqué les numéros de mes parents et de Tanguy sur mon appareil. Tu vas me remercier plus tard, a-t-il dit doucement en me rendant le téléphone, me serrant contre lui. Je suis restée assise là, en larmes, partagée entre une douleur immense, celle de l'orpheline symbolique,
et un étrange soulagement. Ils m'avaient humilié publiquement, encore une fois. Ils avaient piétiné ma fierté, mon travail, mon identité. Ce soir-là, j'ai décidé que c'était fini. Je ne serai plus la fille qui quémande des miettes d'amour à une table où elle n'est pas la bienvenue. J'allais me concentrer sur moi, sur Joris, sur notre avenir. Nous avions le projet d'acheter une maison à la campagne, une vieille bâtisse en pierre à rénover. J'avais mes 45 000 € sur le compte joint. C'était mon ticket de sortie, ma liberté, ma fondation pour une nouvelle vie. Je pensais avoir touché le fond avec ma famille. Je pensais que le silence radio serait la pire des conséquences. Je me trompais lourdement. Le silence n'était que le calme avant la tempête dévastatrice qui allait emporter mes économies et mes illusions. Pendant 3 mois, j'ai vécu dans une bulle de paix relative, une convalescence de l'âme. Plus de critiques quotidiennes, plus de comparaisons toxiques, plus de notifications anxiogènes. Joris et moi avons visité des dizaines de maisons, et nous avons fini par trouver la perle rare, une ferme en pierre du XVIIIe siècle à rénover, située à 15 minutes d'Albi, entourée de champs de tournesol. C'était parfait. Nous étions prêts à faire une offre d'achat. Mais pendant que je construisais mon avenir pierre par pierre, celui de Tanguy s'effondrait dans le fracas, la honte et la criminalité. Les nouvelles, dans une ville moyenne comme Albi où tout le monde se connaît, voyagent plus vite que la lumière. C'est Madame Paulette, la boulangère du quartier, une femme qui a vu grandir tous les enfants du coin, qui m'a regardé avec des yeux ronds et humides un matin en me tendant ma baguette tradition. Oh, ma pauvre petite. Vous tenez le coup? Avec ce qui arrive à votre frère, quelle tragédie pour vos parents. Je me suis figée, le pain à la main. Pardon? Qu'est-ce qu'il a? Il a eu un accident? Elle a semblé surprise, presque choquée que je ne sache rien. Mais, c'est dans le journal local ce matin, en page faits divers. Et tout le monde en parle sur le marché. C'est terrible. J'ai acheté le journal La Dépêche du Midi, en tremblant, mon cœur battant la chamade. En page 4, un article titré en gras, Escroquerie immobilière à Bordeaux, un Albigeois en garde à vue pour abus de confiance et détournement de fonds. Je n'ai pas eu besoin de lire le nom pour savoir. C'était lui. Tanguy n'était pas seulement un menteur pathologique. C'était un voleur. L'article expliquait en détail qu'il avait monté une arnaque classique de type Ponzi. Il promettait à des clients naïfs des investissements immobiliers à haut rendement, encaissait leurs acomptes en liquide ou par virement sur son compte personnel, et utilisait l'argent pour jouer au poker en ligne, payer ses dettes de train de vie luxueux et entretenir sa maîtresse. Le château de cartes s'était écroulé. Il avait détourné près de 150 000 €. Il avait été arrêté au saut du lit, placé en garde à vue pendant 48 heures, puis mis en examen par un juge d'instruction. Pour éviter la prison préventive immédiate, son avocat avait négocié une libération sous caution, à condition qu'il rembourse une partie significative des sommes détournées immédiatement pour prouver sa bonne foi. La somme exigée par la justice était de 45 000 €. Tout de suite. Sinon, c'était la détention provisoire. J'ai ressenti un mélange de choc, je dois l'avouer, d'une sombre satisfaction. Enfin, la vérité éclatait au grand jour. Mes parents ne pouvaient plus nier la réalité. Leur enfant roi, leur idole, était un criminel. Mais cette satisfaction a été de courte durée, remplacée par une terreur glaciale qui m'a traversé l'échine. 45 000 €. C'était exactement, à l'euro près, le montant que j'avais économisé sur le livret Avenir Famille. Non. Il n'oserait pas. C'était mon argent. J'avais les preuves de chaque virement mensuel depuis 10 ans. C'était pour ma maison, mon projet de vie. C'était le fruit de mon travail acharné. Même eux, dans leur folie, ne pouvaient pas me voler pour sauver un escroc. C'était impensable. J'ai sorti mon téléphone pour vérifier mes comptes bancaires, mes doigts glissant sur l'écran à cause de la sueur froide. L'application s'est ouverte. Le cercle de chargement a tourné pendant ce qui m'a semblé une éternité insupportable. Et puis, le chiffre est apparu, brutal, définitif. 0. 0 €. J'ai cligné des yeux, pensant à une erreur d'affichage, un bug informatique. J'ai actualisé la page. Une fois.
2 fois. Toujours ce zéro fatidique, narguant ma naïveté, riant de ma confiance bafouée. J'ai cliqué sur l'historique des transactions avec une main tremblante. La ligne était là, en rouge, retrait espèce, guichet agence Albicentre, 44 850 €, motif déclaré, aide familiale urgente. La date? Il y a 2 jours. Juste après l'annonce de l'arrestation de Tanguy. Le monde a tangué autour de moi. Les murs de ma cuisine ont semblé se resserrer. Je me suis assise par terre, sur le carrelage froid, incapable de respirer, comme si on m'avait donné un coup de poing dans l'estomac. Ce n'était pas juste de l'argent. C'étaient mes nuits blanches devant l'écran, mes week-ends sacrifiés, mes projets de rénovation, ma maison, ma sécurité, ma liberté. Ils avaient tout pris. Tout. Sans me demander. Sans m'avertir. Sans un appel. Ma mère, étant cotitulaire du compte depuis l'ouverture, avait le pouvoir légal de retirer l'argent. Mais moralement? C'était un viol. Un inceste financier. Un vol pur et simple commis par ceux qui étaient censés me protéger. J'ai appelé Joris. Je pouvais à peine parler, ma voix n'était qu'un croassement. Ils ont pris l'argent, Joris. Ils ont tout pris pour lui. C'est vide. Il est rentré du travail en 10 minutes, grillant probablement tous les feux rouges. Il m'a trouvé prostré, le téléphone à la main. Quand il a vu l'écran, il a poussé un juron violent, frappant le mur du poing. On va à la banque. Maintenant. On ne laisse pas passer ça. À l'agence bancaire, l'ambiance était feutrée, climatisée, indifférente à mon drame. Le conseiller m'a reçu dans son bureau vitré. Il était gêné, évitant mon regard. Madame R, je suis désolé. Votre mère s'est présentée avec ses papiers d'identité valides. Le compte est un compte joint, monsieur ou madame ou mademoiselle. Juridiquement, elle a le droit de disposer de la totalité des fonds à tout moment. Je ne pouvais pas m'y opposer légalement. Elle disait que c'était une urgence vitale pour son fils, qu'il risquait sa vie. Elle pleurait dans le bureau. C'était MO en argent. Ai-je crié, ne me souciant plus du scandale, faisant se retourner les autres clients dans le hall. Regardez les virements entrants. Ils viennent tous de mon compte personnel. Elle n'a jamais mis un centime. C'est du vol. Je sais, madame, a murmuré le banquier, rouge de confusion. Mais la banque n'est pas juge. La loi est la loi sur les comptes joints. C'est une affaire civile maintenant entre vous et vos parents. Vous devez voir ça avec eux ou avec un avocat. Je suis sortie de la banque avec une rage que je ne me connaissais pas. Une rage froide, métallique, destructrice. La tristesse avait disparu, brûlée par le feu de la trahison absolue. Il pleuvait à verse dehors, une pluie d'orage violente. C'était comme si le ciel pleurait à ma place. Emmène-moi chez eux, ai-je dit à Joris, ma voix calme et terrifiante. Tu es sûr? On peut appeler un avocat d'abord, se calmer. Non. Je veux les voir. Je veux qu'ils me regardent dans les yeux et qu'ils me disent pourquoi. Je veux voir leur visage. Je veux voir jusqu'où leur pourriture descend. Joris a démarré la voiture sans un mot. Nous avons roulé vers la maison de mon enfance, cette maison où je n'avais jamais été assez bien, et qui abritait maintenant les voleurs de ma vie. Je ne savais pas encore que la confrontation allait dépasser tout ce que je pouvais imaginer en termes de cruauté et de mauvaise foi. Je n'ai pas frappé. J'ai ouvert la porte d'entrée avec mes doubles de clés que j'avais gardées par habitude, et je suis entrée comme une furie dans le salon. L'air sentait le renfermé et le tabac froid. Ils étaient là. Gontran était assis dans son fauteuil en cuir usé, le regard vide, une bouteille de whisky bon marché à moitié vide sur la table basse. Hermine faisait les 100 pas, un mouchoir à la main, les yeux rouges et gonflés. Quand ils m'ont vu, ils ont sursauté comme des enfants pris en faute. Pas de honte. De la peur, oui, mais surtout une attitude défensive immédiate, agressive. Où est mon argent? Ai-je sifflé, mes mains serrées en poing. Hermine s'est redressée, tentant de retrouver un semblant de dignité maternelle, lissant sa jupe. Bonjour à toi aussi, Ombeline. On ne t'a pas appris à dire bonjour avant d'agresser tes parents? Ne joue pas à ça avec moi.
Vous avez vidé le compte. 45 000 euros. C'est l'argent de ma maison. C'est 10 ans de ma vie. Rendez-le-moi. Tout de suite. Gontran a pris la parole, sa voix pâteuse, empâtée par l'alcool. On n'a rien gardé. Tout est parti. Virement immédiat chez l'avocat et au tribunal. Tanguy est sorti. Il est libre. C'est l'essentiel. La famille est sauve. Il est libre avec un moine argent. Ai-je hurlé, ma voix brisant. Vous avez volé votre fille pour sauver un escroc. Vous avez sacrifié mon avenir pour couvrir ses crimes. Ne parle pas de ton frère comme ça. A crié ma mère avec une violence inouïe. Il a fait des erreurs, oui. Il a été imprudent. Mais c'est ta chair, ton sang. Il risquait la prison ferme, Ombeline. La prison avec des criminels. Tu voulais qu'on le laisse pourrir là-bas? Tu voulais qu'il se suicide? Oui. S'il a volé des gens, s'il a ruiné des familles, il mérite d'y aller. C'est la justice. Et moi? Je suis quoi pour vous? Une banque? Un distributeur de billets? Un dommage collatéral? Ma mère s'est approchée de moi, le visage déformé par une logique tordue qui me donnait la nausée. Toi, tu t'en sortiras. Tu es débrouillarde. Tu as tes petits dessins, tes ordinateurs. Tu n'as pas de charge, pas de famille à nourrir, pas de standing social à maintenir. Tanguy est un directeur, il a une réputation à Bordeaux. Il a besoin de cet argent plus que toi. La famille, c'est l'entraide. C'est le communisme familial, on prend à celui qui a pour donner à celui qui n'a pas. Je n'ai pas parce que je travaille nuit et jour. Et lui n'a pas parce qu'il flambe, qu'il joue et qu'il vole. C'est ça votre justice? C'est ça votre morale? Tu es égoïste. A craché mon père en se levant péniblement. Une petite égoïste matérialiste sans cœur. On parle de la vie, de la liberté de ton frère, et toi tu penses à ton argent, à tes pierres, à tes murs. On t'a nourri, logé, élevé, on t'a tout donné, et voilà comment tu nous remercies. En venant nous hurler dessus quand on est au plus bas? Tu me dégoûtes. J'étais sidéré. Le sol se dérobait sous mes pieds. Il retournait la situation avec une perversité incroyable. J'étais devenue la méchante. La fille ingrate. L'avare. Ils ne ressentaient aucune culpabilité. Pour eux, sacrifier mes rêves pour couvrir les crimes de Tanguy était l'ordre naturel des choses. J'étais la pièce de rechange, le réservoir de carburant qu'on siphonne pour faire avancer la voiture de sport en panne du fils prodige. Très bien, ai-je dit, ma voix tremblante mais glaciale, sentant quelque chose se briser définitivement en moi. Vous avez fait votre choix. Vous avez choisi votre fils criminel plutôt que votre fille honnête. C'est clair. Mais écoutez-moi bien, c'était la dernière chose que vous me preniez. Je ne suis plus votre fille. Je ne suis plus Ombeline. Je suis votre créancière. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas nous frapper? Tu vas appeler la police? A ricané Gontran. Tu n'oseras jamais. Non. Je vais faire ce que Tanguy n'a jamais fait. Je vais assumer mes actes. Et je vais vous faire payer les vôtres jusqu'au dernier centime. Je suis sorti en claquant la porte si fort que les vitres ont tremblé, manquant de se briser. Joris m'attendait sous la pluie, le moteur tournant. Je me suis effondré dans ses bras, trempé et brisé. Ils ne me le rendront jamais, Joris. Ils trouvent ça normal. Ils se sentent justifiés. Alors on va utiliser la manière forte, a-t-il dit en me caressant les cheveux. On va se battre. Je vous pose la question maintenant, à vous qui m'écoutez, si vous étiez à ma place, là, dans cette voiture sous la pluie, qu'auriez-vous fait? Auriez-vous abandonné pour préserver la paix familiale? Ou auriez-vous attaqué vos propres parents en justice? Dites-le moi dans les commentaires, j'ai besoin de savoir si je suis folle ou si j'ai raison. 2 jours après la confrontation, mon téléphone a sonné. Un numéro inconnu. J'ai décroché, pensant que c'était un client pour une nouvelle restauration. Salut, petite sœur. La voix de Tanguy. Grasse, arrogante, sans une once de remords, sans une once de gratitude.
Il était dehors. Avec mon argent. Ne m'appelle pas comme ça. Rends-moi mon argent. Tout de suite. Il a ri. Un rire sec, méchant. Du calme, la furie. Maman m'a dit que tu étais venue faire un scandale à la maison. Franchement, Ombeline, c'est petit. 45 000 balles, c'est quoi pour toi? Tu vis comme une ermite, tu ne dépenses rien. Moi, j'ai sauvé ma peau. C'était une question de survie. Tu es un voleur, Tanguy. Tu as volé des retraités à Bordeaux, et maintenant tu me voles moi. Je suis un homme d'affaires qui a eu de la malchance, une mauvaise passe. Écoute, je t'appelle parce que j'ai besoin d'un autre service. L'avocat me demande encore 10 000 € pour préparer le procès et éviter le ferme. Papa et maman sont à sec, je les ai déjà pressés comme des citrons. Je sais que tu as d'autres comptes, des placements. Je sais que tu gagnes bien ta vie avec tes trucs d'art. Tu plaisantes? Tu crois que je vais te donner un centime de plus? Tu rêves. Ce n'est pas une question, Ombeline. Si tu ne m'aides pas, je vais devoir expliquer à tout le monde pourquoi tu as tant d'argent. Je vais dire que tes restaurations, c'est du bidon. Que c'est du blanchiment d'argent. Ou peut-être que je vais dire que tu vends ton corps sur Internet, des photos de charme. Les gens adorent les ragots, tu sais. Et dans une petite ville comme Albi, ça va vite. Tu veux garder ta réputation d'artiste immaculé? Alors paie. J'ai raccroché, les mains tremblantes de dégoût. Il me faisait chanter. Mon propre frère. Il était prêt à me détruire socialement pour me soutirer encore de l'argent. Et il a mis ses menaces à exécution le soir même. Des statuts sont apparus sur son profil Facebook. Il ne me nommait pas directement, restant vague pour éviter la diffamation directe, mais tout le monde comprenait. Triste de voir que certains membres de la famille, qui ont réussi par des moyens très douteux sur Internet, on se demande ce qu'ils font vraiment devant leur webcam, laissent leurs parents âgés et leurs frères dans la détresse. L'argent sale rend égoïste. Hashtag trahison, hashtag famille toxique, hashtag vérité, ses amis, d'autres ratés et profiteurs, commentaient en disant « Courage mec, les gens sont ingrats, on sait tous comment les filles gagnent de l'argent facile sur le net. » Puis, il est allé plus loin. Il a commencé à répandre des rumeurs verbales dans les bars d'Albi. J'ai reçu un message d'une ancienne camarade de lycée. « Salut Ombeline, c'est vrai ce qu'on dit? Que tu as refusé d'aider tes parents qui sont gravement malades pour t'acheter une voiture de sport? C'est chaud. Tanguy dit que tu les laisses mourir sans soin. » Il inversait tout. Il racontait que mes parents étaient malades, ce qui était faux, et que j'étais une flambusarde égoïste, ce qui était faux. Il détruisait ma réputation méthodiquement pour me forcer à payer le silence. C'était la goutte d'eau. Je ne pouvais plus juste subir. Je devais contre-attaquer. Non pas avec des mots, ou des cris, mais avec la loi. J'allais transformer leur vie en enfer procédural. J'allais utiliser le système qu'ils pensaient pouvoir contourner. On va voir un avocat, ai-je dit à Joris le lendemain matin, en buvant mon café noir. Je ne pleurais plus. J'étais en mode combat. Nous sommes allés voir Maître Wandrille, un avocat réputé pour être le requin le plus efficace de la région en droit de la famille et litiges financiers. Son cabinet, situé dans un immeuble haussmannien, sentait le vieux papier et l'autorité. C'était un homme d'une 60aine d'années, au regard perçant par-dessus ses lunettes à monture d'écaille. Il a écouté mon histoire sans m'interrompre, prenant des notes sur un bloc jaune. Il a regardé mes relevés bancaires prouvant que 100% des fonds venaient de moi, et a lu les messages de chantage de Tanguy. Il a ôté ses lunettes et a souri. Un sourire froid, technique, qui ne promettait rien de bon pour mes adversaires. « Madame, c'est un cas d'école intéressant, » a-t-il dit de sa voix grave. Certes, le compte était joint, ce qui donne une présomption de propriété partagée aux yeux de la banque. Mais la jurisprudence civile est claire, si l'un des titulaires prouve qu'il a alimenté seul le compte, l'autre ne peut pas tout retirer sans l'accord du premier, surtout pour un usage tiers qui ne bénéficie pas à la communauté. Ici, l'argent a servi à payer la caution d'un tiers, votre frère, pour des faits délictueux. C'est du recel, de l'abus de confiance et de l'enrichissement sans cause. On peut récupérer l'argent? Ai-je demandé,
Pleine d'espoir mais réaliste. On va faire mieux que ça. On va les assigner au civil pour le remboursement intégral avec intérêts légaux. On va porter plainte au pénal contre votre frère pour tentative d'extorsion de fonds et diffamation publique. Et surtout, pour garantir votre créance, car je soupçonne que l'argent a disparu, on va demander une saisie conservatoire sur la maison de vos parents. Saisir la maison. La maison où j'avais grandi. La maison de mes ancêtres. C'était violent. C'était une déclaration de guerre totale. Mais ils n'avaient pas hésité à saisir mon avenir, ma maison à moi. Faites-le, ai-je dit sans trembler. Lancez tout. La machine judiciaire s'est mise en marche. Une semaine plus tard, un huissier de justice a sonné à la porte de mes parents pour leur remettre l'assignation officielle. J'ai su qu'il l'avait reçue quand mon père m'a appelé, hurlant comme un forcené sur mon répondeur, je ne décrochais plus aucun appel. Tu oses envoyer un huissier chez nous? Chez tes propres parents? Tu veux nous mettre à la rue? Tu es un monstre, Ombeline. Un monstre dénaturé. Retire cette plainte tout de suite ou je te renie. Tu n'es plus ma fille. Je me suis assise dans mon salon, j'ai écouté le message, et pour la première fois, je n'ai pas pleuré. J'ai souri. J'avais repris le pouvoir. Je n'étais plus la petite fille qui attendait une médaille. J'étais la femme qui défendait son territoire. Et pendant ce temps, je préparais ma défense publique. Sur mes réseaux professionnels LinkedIn et Facebook, j'ai publié un communiqué sobre, factuel, expliquant la situation, accompagné des captures d'écran des menaces de Tanguy, en floutant son nom pour rester légal, mais tout le monde a compris. La vérité commençait à marcher, et elle chaussait des bottes de combat. Albi est une petite ville de province. Les secrets y pourrissent vite, mais la vérité finit toujours par éclater comme un fruit trop mûr au soleil. Mes parents ont essayé de jouer les victimes martyrs. Ils allaient au marché le samedi matin, le dos voûté, racontant à qui voulait l'entendre que leur fille ingrate et riche voulait les jeter à la rue alors qu'ils avaient tout sacrifié pour elle. Ils jouaient la comédie de la vieillesse maltraitée. Mais cette fois, ça n'a pas pris. Le vent avait tourné. Pourquoi? Parce que Tanguy était trop bête et trop arrogant. Les détails de son arnaque à Bordeaux étaient sordides et commençaient à être connus. Il avait volé les économies de retraités, de jeunes couples. Les gens d'Albi commençaient à réaliser et à faire le lien. Attendez, Gontran et Hermine défendent ce type? Et ils ont pris l'argent de la petite Ombeline, celle qui est si polie et travailleuse, pour payer la caution de l'escroc. Un samedi matin, je suis allée au marché couvert avec Joris. Je redoutais ce moment, mais je refusais de me cacher comme une coupable. J'ai croisé Madame Paulette, la boulangère, celle qui m'avait appris la nouvelle de l'arrestation. Elle discutait devant son étal avec ma mère. Hermine pleurnichait en tenant un panier vide, jouant son rôle de mère éplorée. Quand ma mère m'a vu arriver, elle a pointé un doigt accusateur vers moi, théâtral. La voilà. La fille sans cœur qui traîne ses parents au tribunal. Tu es contente de toi? Tout le monde te regarde. Tu es la honte de la famille. Le marché s'est tu. Les conversations se sont arrêtées. Les gens nous regardaient, en effet. C'était le moment de vérité. J'ai levé la tête haute, soutenant le regard de la foule. Je ne veux que ce qui est à moi, maman. Tu as volé 45 000 € de mes économies personnelles pour les donner à Tanguy, un homme qui a escroqué des dizaines de personnes. Tu as choisi ton camp, celui du crime. Moi, j'ai choisi la justice. Hermine a ouvert la bouche pour répliquer, mais Madame Paulette l'a coupée net. Hermine, arrête ton cinéma, a dit la boulangère d'une voix forte qui a résonné sous la halle. On a tous lu le journal. Ton fils est un voyou. Et voler sa propre fille qui travaille dur pour couvrir un voyou? C'est toi qui devrais avoir honte. Ici, on travaille pour gagner notre vie. On ne vole pas nos enfants. Tu devrais te cacher. J'ai refermé la porte. J'ai entendu ma mère crier mon nom, frapper contre le bois de ses poings faibles. Puis, le silence est retombé, lourd, définitif, seulement troublé par le vent d'hiver. Je me suis adossée à la porte fermée, et j'ai glissé jusqu'au sol. J'ai pleuré, oui. Pas de regret, mais de deuil.
Je faisais le deuil des parents que j'aurais voulu avoir, et que je n'aurais jamais. Les jours suivants ont été étranges, un mélange de vide et de plénitude. J'ai appris par des connaissances communes qu'ils avaient effectivement trouvé une place dans un foyer social d'urgence, puis, grâce à une assistante sociale, dans un petit HLM en périphérie de la ville. Ils vivaient de leur maigre retraite, dont une grande partie était saisie à la source pour rembourser les dettes restantes de l'hypothèque. Ils étaient devenus ce qu'ils méprisaient le plus, des assistés. Tanguy a été jugé 6 mois plus tard. Il a été condamné à 3 ans de prison ferme pour escroquerie, abus de confiance et faux et usage de faux. J'ai maintenu ma plainte au civil contre mes parents jusqu'au bout. J'ai obtenu un jugement en ma faveur condamnant mes parents à me rembourser les 45 000 €. Bien sûr, ils sont insolvables. Je ne reverrai probablement jamais cet argent. Un huissier passera peut-être récupérer quelques meubles, mais c'est symbolique. Mais ce jugement, ce morceau de papier officiel avec le tampon de la République qui dit « Ombeline avait raison, ils ont eu tort, ils ont commis une faute », vaut plus que tout l'or du monde. Je l'ai encadré et accroché dans mon bureau. C'est mon diplôme de survie. C'est la preuve que je ne suis pas folle. Joris et moi avons emménagé dans notre ferme au printemps. Nous l'avons rénovée petit à petit, week-end après week-end. J'ai installé mon atelier sous les toits, avec une immense verrière qui donne sur les collines et les champs de tournesol. Je suis toujours restauratrice d'art. Mon chiffre d'affaires a doublé cette année. Je suis respectée dans mon milieu, aimée par l'homme de ma vie, et entourée d'amis choisis qui sont ma vraie famille. Parfois, je pense à mes 45 000 €. C'est une somme énorme. Ça fait mal quand j'y pense trop. Mais ensuite, je réalise que c'est le prix que j'ai payé pour ma liberté. C'est le prix de la rupture du cordon ombilical toxique. Si je ne m'étais pas fait voler, j'aurais peut-être continué à essayer de leur plaire, à subir leurs remarques, à aller au dîner de famille l'estomac noué, à espérer un amour qui n'existait pas. Ce vol m'a ouvert les yeux. Il m'a forcé à couper les ponts radicalement. Et cette liberté d'esprit, cette paix intérieure, ça n'a pas de prix. Il y a 2 jours, j'ai reçu une lettre dans ma boîte aux lettres. L'enveloppe portait le tampon de l'administration pénitentiaire. L'écriture était celle de Tanguy. Je me tenais devant la cheminée de notre salon, le feu crépitant joyeusement. Joris lisait un livre à côté de moi. J'ai regardé l'enveloppe. Je savais exactement ce qu'il y avait dedans. Des excuses? Peut-être, pour la forme. Mais surtout des demandes. De l'argent pour la cantine de la prison, pour des cigarettes, pour préparer sa sortie. Des promesses qu'il a changées, qu'il a compris, qu'il a trouvé Dieu ou une nouvelle philosophie, qu'il va me rembourser quand il sortira. Le cycle du manipulateur ne s'arrête jamais tant qu'on ne coupe pas le courant. Tant qu'on laisse une porte entr'ouverte. Je n'ai pas ouvert la lettre. Je n'ai même pas hésité. J'ai tendu la main vers le foyer. J'ai regardé le papier jaunir, se recroqueviller, puis noircir, avant de s'enflammer brusquement. Les mots de mon frère, ses mensonges, ses manipulations, ses futures promesses vides, sont partis en fumée, montant dans le conduit de la cheminée pour se disperser dans le ciel froid d'hiver. Je me suis sentie légère. D'une légèreté absolue. J'ai appris une leçon brutale mais vitale à travers cette épreuve. La famille, ce n'est pas l'ADN. La famille, ce ne sont pas les gens qui partagent votre nom de famille ou vos souvenirs d'enfance. La famille, ce sont les gens qui vous respectent. Qui célèbrent vos victoires, même petites. Qui ne vous volent pas. Qui ne vous humilient pas en public pour se sentir plus grand. Qui ne vous sacrifient pas. Si vous êtes dans une situation où l'on vous rabaisse, où l'on vous utilise, où l'on vous compare sans cesse, partez. N'attendez pas qu'ils vous volent vos économies ou votre âme. Partez avec votre dignité. C'est la seule richesse qu'ils ne pourront jamais vous prendre si vous ne les laissez pas faire. Merci du fond du cœur d'avoir écouté mon histoire jusqu'au bout. C'était difficile de la raconter, de revivre ces moments, mais j'espère qu'elle pourra aider au moins une personne à ouvrir les yeux et à prendre la décision difficile de se sauver soi-même. Maintenant, c'est à vous. Cliquez sur le bouton « J'aime » si vous soutenez ma décision de ne pas avoir ouvert la porte. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas rater d'autres histoires de justice et de karma. Et surtout, dites-moi dans les commentaires,
Avez-vous déjà dû couper les ponts avec un membre de votre famille pour sauver votre peau? Racontez-moi votre histoire, je vous lirai avec attention. Prenez soin de vous, et n'oubliez pas, vous valez bien plus que ce que les autres disent de vous.